Bienvenue à nos éditeurs dans notre émission citoyenne. Le sport et la culture sont-ils des droits ou de vulgaires marchandises? Là est véritablement la question. Si vous voulez parler sérieusement du sport et de la culture, bienvenue dans notre émission. Pour introduire notre thème d'aujourd'hui, la culture et le sport, des outils pour combattre la radicalisation, je vais vous lire une petite lettre qui nous a été adressée par un responsable d'une salle de sport qui correspond parfaitement au cadre de notre émission de ce soir. Pour introduire notre thème, elle est rugueuse, dure, mais pas du tout malhonnête. Nous avons fait le pari dans cette émission de donner du sens à nos propos, donc de tout vous expliquer sur le sport et la culture. Je vais vous lire cette lettre. Nos semblables sont quelque peu différents. Oui, et alors? Nous sommes 7 milliards. Tous différents. Mais là n'est pas le problème. La radicalisation n'est pas une fatalité. On ne n'est pas radical, on le devient. Le code génétique ne renferme pas en lui le germe de l'obscurantisme. Ce germe est le produit d'une culture que l'homme intériorise petit à petit et qu'il finit par adopter comme étant sienne. Toutes les personnes et les cultures connaissent ou ont connu une forme de radicalisation, à un moment ou l'autre de leur vie, voire au cours de leur histoire. Ceci n'est pas propre à une race, si toutefois les races existent. L'histoire encore, elle, nous apprend comment ce phénomène se construit pour devenir idéologie et conscience sectaire collective. L'obscurantisme et le fascisme se construisent sur le même terreau que la misère sociale, la misère culturelle, la misère politique et la misère économique. L'obscurantisme et le fascisme prospèrent là où la pensée émancipatrice est faible. Hommes politiques, ne détournez pas la tête pour occulter cette réalité. Ne dites pas que cette misère n'influence pas nos pensées. L'histoire, passée et récente, doit servir de témoin, de guide et de conscience. L'obscurantisme et le fascisme sont des plaies béantes qui s'infectent chaque fois que tous les ingrédients de la misère sont réunis. Rien ne sert de tourner autour du pot et de tenter d'expliquer la radicalisation par la génétique ou par une autre abstraction loin des réalités objectives et concrètes. Le vécu dans nos quartiers, et particulièrement celui des jeunes avec lesquels je travaille, n'est pas brillant et n'offre pas beaucoup de perspectives. Qu'on se le dise, les enfants et les jeunes de Molenbeek sont le reflet d'une société cloisonnée qui hiérarchise, trie, relègue et discrimine à tour de bras. Cette réalité est le ferment du fléau sectaire qui couvre dans notre pays. En chiffres, cela se traduit de la façon suivante. Décrochage scolaire et chômage, jusqu'à 60% chez les jeunes dans les quartiers Est. Discrimination et ségrégation massive à l'école et à l'embauche. Familles nombreuses sans revenus du travail entassées dans des logements minuscules, dont un quart n'est pas équipé d'un confort minimal. Molenbeek-Saint-Jean est l'une des communes qui compte parmi les plus pauvres du territoire. Une personne sur 3 est au chômage. Une importante partie de la population dépend d'allocations sociales ou d'un revenu de remplacement. Et le taux de natalité est parmi les plus élevés de la région bruxelloise. Sans oublier le nombre croissant de mères seules, avec souvent plusieurs enfants, vivant dans la plus grande précarité. Bref, il ne peut y avoir de paradis social dans un véritable désert économique. Faudrait-il faire comme si tout ceci n'existait pas et n'aurait aucune influence sur les consciences? Le darwinisme social, à tous les niveaux, est une guerre larvée contre les populations et les jeunes en particulier, dont la grande majorité se résigne et accepte son sort, tandis qu'une petite partie ne l'accepte pas et se radicalise. La seule façon efficace de se battre contre la misère culturelle, la misère politique, la misère sociale et la misère économique, en somme, contre l'ignorance et le radicalisme,
n'est pas d'opposer une autre forme de radicalisme, mais de donner des perspectives à tous ces jeunes. Se battre contre l'ignorance par la répression ne réglera pas le problème de l'ignorance. La seule façon humaine de gagner ce combat est d'opposer à cette ignorance plus de culture, plus d'éducation, plus de pédagogie et plus de formation. C'est en somme de gagner l'unique guerre qui en vaille humainement la peine, la guerre des idées. Il existe des endroits qui sont fréquentés par tous ces jeunes. Les écoles, les lieux de culture, les salles de sport sont des endroits où se construit une pensée démocratique, humaine, scientifique et analytique, indispensable à mettre en œuvre au quotidien. Il ne faudrait qu'un coup de pouce pour en garantir l'accessibilité à tous et ainsi donner à tous la possibilité de réussir. Oui, les endroits et les moyens existent, s'il y a une volonté politique pour le faire. Les différentes expressions culturelles, sportives, théâtrales, musicales et plastiques sont une véritable mine d'or pour capter l'intérêt de notre jeunesse. Il faut leur redonner de l'espoir, les valoriser, les soutenir et les aider à retrouver le chemin des perspectives d'avenir. L'influence des expressions culturelles est immense. Nous sommes souvent les dernières personnes de confiance et leurs derniers wagons. Mais nos moyens sont rudimentaires et nos propres contrats, pour ceux qui en ont, sont précaires. La norme est souvent la débrouille ou le volontariat. Le travail qui nous attend est immense, à la mesure des problèmes de ces quartiers paupérisés. Je vous en conjure, donnez-nous les moyens d'agir, nous sommes souvent l'ultime rempart de ces jeunes avant la chute libre. Eh bien voilà, lettre émouvante, mais qui n'est pas dénuée de bon sens, me semble-t-il. Ce soir nous accompagnent pour débattre de ce sujet nos deux citoyens permanents, Viscan, 25 ans, ingénieur et membre fondateur de l'UPM, l'Union populaire de la motricité, et également auteur et compositeur et musicien. Bonsoir Viscan. Bonsoir. Nous aurons l'occasion tout à l'heure d'écouter une de vos compositions, et Samir Djelassi, 22 ans, étudiant en préparation physique. Bonsoir Sami. Bonsoir. Et également membre d'une plateforme Sport pour tous. Le sport est un droit et pas une marchandise. Et donc, à travers vos plateformes respectives, j'ai cru comprendre que la culture et le sport ont profondément pénétré votre ADN et ont transformé positivement, en tout cas vous ont transformé positivement et ont transformé le monde dans lequel vous vivez, et d'une façon positive et pleine d'ambition. Donc la question va être évidemment, est-ce que la culture et le sport sont des outils qui nous transforment? Ce sont les questions que je vous poserai tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, nous allons écouter dans notre ligne de mire ce soir Boris Cyrulnik, une personnalité qui nous vient du monde de la psychiatrie et de la psychanalyse, nous parler de la déradicalisation par la culture, ou la culture pour lutter contre la radicalisation. Soyez attentifs à ce qui suit. Écoutez bien notre invité cette semaine. Il a la voix au moins aussi douce que le regard et pourtant, il a vu des choses au moins aussi terribles que celles dont il parle. Là, par exemple, il est venu parler des âmes blessées. C'est le titre de son dernier livre, lequel livre est d'une certaine manière la suite de son précédent ouvrage « Sauve-toi, la vie t'appelle ». Il était venu d'ailleurs nous en parler il y a 2 ans et c'est là que ça devient troublant, Bruno Bézia. Oui, bonjour Boris Cyrulnik. C'est vrai que vous étiez venu il y a 2 ans et c'était juste après l'affaire Mérard. Là, vous arrivez... On tombe dans cette terrible affaire de la tuerie à Charlie Hebdo. Et au moment où on enregistre, d'ailleurs, il y a un autre incident, une prise d'otage à Vincennes apparemment meurtrière. Et vous venez aussi d'ailleurs à Bordeaux pour la commémoration de la RAF, qui va d'ailleurs coïncider visiblement ce dimanche avec la manifestation en hommage aux victimes de Charlie Hebdo. Oui, c'est une continuité dans ces incidents. J'étais ami avec Wolinski. Je vous promets qu'il n'était pas anti-musulman. C'est insupportable pour les tuer pour ça. J'ai connu Cabu, c'était l'homme le plus gentil du monde. Or, ce que je pense, c'est que c'est pas un accident. C'est une organisation qui existe depuis très longtemps, qu'on a signalée et dont personne n'a tenu compte. On met la haine dans des quartiers en difficulté. C'est intentionnel, c'est une politique. On met la haine, on repère ces enfants
en détresse sociale, psychologique et sociale. On repère ces enfants, on leur offre des stages de formation militaire, à la guerre. Vous dites, ce sont des groupes terroristes, c'est ça que vous avez besoin. Non, c'est des groupes politiques qui utilisent le terrorisme comme une arme parce que c'est une arme efficace et économique. C'est pas cher. On peut bouleverser une société avec peu d'hommes à sacrifier et c'est moins cher qu'une armée. Et quand la haine est semée, on repère les enfants les plus faciles à fanatiser, on leur offre des voyages, on leur offre des stages, on leur apprend à manipuler des armes et ensuite on les envoie au sacrifice des autres au prix de leur propre existence. C'est donc une organisation qui est financée, je ne sais pas par qui, mais si vous me posez la question, je vous répondrai quand même. Alors, on vous la pose. C'est financé par les gens du pétrole, de la drogue, qui ont des intentions politiques sur le Proche-Orient et sur l'Occident. Et une fois que ces jeunes gens en détresse ont été repérés, fabriqués et sacrifiés, ils déclenchent les processus politiques mondiaux. Vous savez ce que vous dites, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle la théorie du complot quand même. Non, pas du tout, parce que ça a déjà été fait. Et c'est même régulièrement fait. L'Inquisition chrétienne a duré 6 siècles en Occident et elle est partie exactement du même processus. Le nazisme est parti de la belle culture germanique des années 20 et des années 30 et avec 3% de la population qui était convaincue par le nazisme, 6 ans après les élections, 95% de la belle culture germanique allemande votait nazi et mettait le feu au monde. Et vous trouvez ça inquiétant, donc ce qui se passe? Ça veut dire que pour vous, il peut y avoir une crispation. Enfin, on peut arriver à des dérives là si ça se Alors passe voilà, exactement. Le danger, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette tragédie? On peut en faire une solidarité ou on peut en faire un massacre. On peut très bien, les musulmans français qui ne sont pas coupables, bien sûr, de ce qui vient de se passer, risquent d'être agressés. Actuellement, les plus agressés par le terrorisme, c'est les Arabes. 99% oui, les victimes sont musulmans. Voilà. 99% des Arabes tués sont tués par d'autres Arabes. Il y a une intention religieuse et politique, puisque les deux sont pas séparés. Donc il y a une intention, et je pense que ça s'est produit régulièrement, et c'est une arme efficace et redoutable. Vous savez ce que vous disiez sur les Allemands, on revient là-dessus, on va décrypter cet événement, on va profiter, entre guillemets, de votre présence. Certains historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Goldnagel, par exemple, quand il parle de la fabrique des bourreaux ordinaires de Hitler, dit que c'était quand même quelque chose qui se travaillait depuis des années, que l'antisémitisme était latent dans toute une culture et qu'un peuple avait progressivement, par l'école, absorbé ces idées, les avait faites siennes. C'est un peu ce que disent aujourd'hui certains de nos politiques, dire il faudrait enseigner l'histoire différemment à l'école. Oui, c'est toute une société quand même qui est imprégnée de ces idées petit à petit. Oui, c'est l'idée que je vous propose, c'est qu'en fait, c'est pas des monstres, c'est pas des fous, ce sont des enfants, des hommes normaux, en détresse, façonnés, fabriqués pour. Donc c'est une intention. Alors, oui, pas du tout. Le problème, c'est que ces enfants en détresse sont abandonnés. Donc la solution, ça serait de les éduquer, de leur envoyer des gens de culture. Et la culture se fait pas par les philosophes, elle se fait par les gens de théâtre. Elle se fait par des gens de terrain, qui vont sur le terrain, qui proposent des fictions, qui touchent les enfants. C'était la fonction du théâtre en Grèce. C'est-à-dire que les citoyens ne pouvaient pas quitter le théâtre après la représentation, ils devaient en discuter, parce que les comédiens mettaient sur scène les problèmes de la cité. Et la culture, ensuite, était partagée. Ensuite, on faisait intervenir les philosophes, les politiciens, les économistes, et ensuite. Mais le point de départ, c'était les artistes. Le théâtre, aujourd'hui, c'est la télé, c'est Facebook. C'est ça le problème, peut-être, non? Alors voilà, c'est une arme. Mais non, mais c'est une arme, c'est pas un théâtre. Ouais. C'est une représentation facile, c'est la pensée paresseuse de toutes les théories totalitaires. Je suis en train de relire Victor Klemperer, qui est un linguiste qui raconte comment ce que vous venez de dire, il raconte au jour le jour comment le nazisme s'est développé dans une belle culture. Et il raconte ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que petit à petit, des slogans sont rentrés dans la culture. Les slogans, ça permet de faire croire qu'on a compris, alors qu'on se contente, comme un perroquet, on se contente de réciter. C'est-à-dire qu'on n'a pas débattu. On a récité et on se soumet, voilà le mot important, on se soumet à une représentation dépourvue de jugement. Vous la connaissez, cette mécanique de ces criminels? Vous avez, est-ce que la psychiatrie, est-ce que les neuropsychiatres, les psychologues, les psychanalystes peuvent comprendre ça aujourd'hui, objectivement? Est-ce qu'on sait le décrire? Les gens qui disent, qu'on entendait aujourd'hui, là, ce sont des fous. Vous nous dites non, ce sont pas des fous. Non, ce sont c'est pas des fous du tout, ce sont des gens
absolument normaux. J'ai hésité à prononcer le mot parce qu'il n'a pas grand sens, mais ce sont des gens, c'est pas des fous en tout cas, bien sûr. Ce sont des gens qui ont été façonnés, des gens en difficulté psychosociale, éducative, qui ont été façonnés intentionnellement par une minorité financée pour prendre le pouvoir. C'est exactement le point de départ de l'Inquisition, c'est le point de départ du fascisme, c'est le point de départ de toutes les théories totalitaires. Boris Cyrulnik nous parle d'une culture comme outil principal pour combattre le radicalisme. Qu'en pensent nos deux invités ce soir? Avant d'entamer les questions, nous avons la règle de 5 minutes et je demanderai à nos deux citoyens permanents de nous résumer leur point de vue et leur angle de réflexion sur cette question. Je donne la parole à Viskan pour sa réflexion et sa synthèse personnelle. Donc, on va te poser évidemment ces questions. Et quel est ton point de vue sur le sujet? Et donc voilà, parole à notre Viskan, notre citoyen. Premièrement, je pense que la culture et le sport sont en effet des outils très puissants pour lutter contre la radicalisation. Les jeunes sont une cible prioritaire des radicaux, car les jeunes sont à la recherche permanente de quelque chose. Ça peut être leur place dans la société, leur identité ou même le sens de leur existence, et ce n'est pas toujours simple d'y s'y retrouver. Si l'enfant n'est pas bien cadré ou guidé dans son développement, il sera plus vulnérable à la mauvaise influence. Et ça concerne également son éducation générale et pas seulement la radicalisation. C'est donc justement ces vides particuliers chez les jeunes qui fait source d'alimentation chez les extrémistes. Alors, comment et pourquoi la culture et le sport vont pouvoir combattre la radicalisation? Je pense que c'est justement ça qui va faire en sorte de remplir ces vides. Par exemple, un entraîneur de sport va forger une certaine discipline chez le jeune et va également lui transmettre l'éducation par le mouvement. Le mouvement qui est essentiel chez le jeune, car c'est surtout par celui-ci que l'enfant va pouvoir se développer correctement, sans oublier le verbal, bien évidemment. Il ne faut surtout pas oublier aussi qu'il va également pouvoir se socialiser avec d'autres jeunes, qui est en réalité un besoin essentiel pour les êtres humains. D'autre part, la culture et le sport va t'apporter une certaine ouverture d'esprit. Par exemple, le cours de musique va permettre à un enfant d'élargir ses horizons dans la sphère musicale et donc va lui apporter une certaine richesse culturelle. Car on sait très bien que quelqu'un qui est bien cultivé sera plus difficilement influençable ou manipulable par les mauvaises personnes. Et finalement, c'est donc les entraîneurs ou les professeurs de culture qui doivent être, à mon avis, les acteurs principaux et donc alors en garde pour cadrer ces jeunes en difficulté. Je pense qu'il faut surtout combattre la radicalisation de cette façon et pas seulement avec la répression, c'est-à-dire combattre la cause et pas les symptômes. Certes, ça va sûrement prendre plus de temps, mais le résultat sera sans doute meilleur. Merci pour ton résumé. Donc, cette règle de 5 minutes. Maintenant, j'aimerais bien qu'on vous pose des questions. Je vais vous poser quelques questions, mais en tout cas, à toi pour l'instant, Viskan. Quand tu dis de parler de la richesse culturelle, de quoi s'agit-il? Pourrais-tu me citer quelques exemples? La culture apporte beaucoup d'éléments positifs. Oui. Prenons par exemple le théâtre. Je pense que c'est un bon outil pour plein de choses. On apprend à gérer son stress et sa peur devant le public. On peut améliorer sa diction et sa gestuelle. Ça va sans doute servir plus tard dans la vie. D'autre part, il y a bien sûr cet échange social qui se fait dans un cadre organisé par des professionnels. En gros, on se fait plein de connaissances parmi les personnes qui ont une vision riche et ouverte du monde. Une deuxième question que je te poserai, donc, quand tu dis combattre la cause et pas les symptômes, tu penses à quoi, Viskan? Je pense surtout qu'il ne faut pas laisser le problème progresser. Il faut anticiper et c'est pour cela que l'éducation est un outil efficace.
aucun jeune ne se sentira oublié s'il est accompagné par des professeurs, des cultures et des entraîneurs qualifiés qui ont un rôle de psychologue également. Et une troisième question que je te poserai, mais avec quel argent investir? Les entraîneurs et les professeurs de culture physique ou de culture en règle générale, ça coûte cher, donc c'est ce qu'on dit. Donc il n'y a pas les moyens et on ne peut pas investir là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses? Premièrement, il faut savoir qu'en Belgique, le problème ne se trouve pas dans le manque de budget. La question est surtout de comment investir l'argent. Beaucoup d'argent est investi dans l'armement et dans la police sous prétexte du combat contre la radicalisation. D'autre part, le service public se met en partenariat avec le privé pour des projets de luxe à cause desquels la communauté urbaine s'endette pour plusieurs dizaines d'années. Donc à mon avis, il faut investir plus rationnellement. Toutes ces dépenses ont un poids considérable sur les contribuables. Donc au lieu de gaspiller l'argent pour des projets qui ne serviront que marginalement à la collectivité et va l'endetter davantage, cet argent serait beaucoup mieux investi dans des projets et dans des quartiers qui en ont réellement besoin, et donc investir cet argent dans l'encadrement des jeunes par des fonctionnaires rétribués pour le faire. Je pense que c'est la clé pour rendre accessible la culture et le sport à toute la population. Merci beaucoup Viscan, en tout cas pour cette réflexion qui nous paraît, en tout cas ce soir, très utile et renforce évidemment les réflexions sur la culture et le sport en général. Et avant de passer à la deuxième partie de notre dossier, je vous propose une petite pause musicale avec justement notre compositeur du jour, Viscan, qui est notre invité et citoyen permanent. Et voici le titre de sa composition, est la suivante. C'est Yaya, je pense, de Rian Eiffel. Oui. Ok. Eh bien, petite pause musicale. Some dark places deep down in my soul. You don't wanna see them, it's misting cold. Not scared of your D when he asking for more. Puzzling up when he open them slow. As your body gets closer and touches mine. In touch with your mind, your pupils are wide. Give me what you want is the least I can do. But there's far room left in my heart, I cannot give it to you, give it to you. You can hate me, you can love me, baby. You can stay or go, I won't get crazy. But right now, I see you crazy. All you wanna do is drink, all you wanna do is dance. Take you away, take you away. I don't wanna stay, I don't wanna stay. Break some hearts, break some hearts. Your one is gone and she took it. I don't have one, I don't have one anymore. Baby, step fast, I'm sorry it's slow. Take it off quickly, I can take it no more. You want it to last, want a few hours. Take it off quickly, I can take it no more. Love me, baby. You can stay or go, I won't get crazy. But right now, I see you crazy. All you wanna do is drink, all you wanna do is dance. Scratches on my back,
and leave a memory of you. I was on you like a crack. It's hard for me to get rid of you. It's hard for me to see you go. It's hard for me to see you go. Mais voilà, après notre petite entracte musicale, qui nous a fait évidemment très plaisir, notamment puisqu'elle vient de notre citoyen, et je pense que dans nos quartiers, il y a beaucoup de jeunes qui aspirent vraiment à pouvoir s'exprimer comme vous le faites, et de le faire sur antenne, c'est une très très bonne chose, donc de pouvoir être vu et entendu. Alors, dans l'attente de la seconde intervention de notre invité permanent, Samir, pour son point de vue, nous arrivons à notre moment zapping de l'émission et je vous demanderai d'écouter François Troukens, qui a fait un très très beau travail dans les prisons et également de la culture pour combattre la radicalisation dans les prisons, puisqu'on sait que beaucoup de ces jeunes se radicalisent dans les prisons et lui, il a fait un travail très avant-gardiste et je vous propose d'écouter son audio. Bonjour, merci de venir ici à l'IEX. Donc votre parcours, votre histoire est digne d'un scénario de film. Vous étiez braqueur, vous êtes passé par la prison, vous êtes ressorti avec des diplômes en poche et vous œuvrez aujourd'hui à la promotion de la culture, notamment dans les prisons. Vous avez fondé une association qui s'appelle Chrysallibre. Est-ce que vous savez parler un peu du travail que vous menez pour cette association? En fait, Chrysallibre, à la base, c'est de lutter contre le radicalisme dans les prisons par la culture. Et l'idée, c'est d'amener la culture jusque dans les prisons, aussi bien donc le cinéma que la littérature. L'idée est simple, c'est de contacter des éditeurs, des distributeurs de films, et leur demander d'envoyer des nouveautés dans les prisons pour, on va dire, approvisionner les bibliothèques. Donc le travail, c'est un travail de lobby, c'est d'aller voir chaque éditeur en leur demandant de nous envoyer tout ce qui est nouveauté. L'effet médiatique d'un livre, le fait de pouvoir voir une émission de télé qui parle d'un bouquin ou qui parle d'un film, ça donne aux détenus l'envie de s'intéresser à la culture et de lire. Justement, la devise de votre association, c'est une citation de Victor Hugo qui expliquait « Ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Est-ce que selon vous, justement, les prisons ne devraient pas devenir, en quelque sorte, des écoles? Complètement, voilà. Donc je pense que les prisons aujourd'hui la fonction de la prison aujourd'hui n'est complètement dépassée. C'est une institution qui ne produit pas de résultats. On voit aujourd'hui dans les médias, donc des gens qui se radicalisent et qui viennent faire des actes de plus en plus graves, qui sortent chaque fois des prisons. Donc la prison fabrique, je dirais, des terroristes aujourd'hui. On a énormément de jeunes aussi, entre 17 et 25 ans dans les prisons. Ce sont des gens qui sont en décrochage scolaire à un moment donné dans leur vie et qui basculent dans la criminalité. Et donc justement, en prison, on les laisse. Il y a une mission de gardiennage, mais ils n'ont pas la possibilité vraiment de se former, de se remettre en question. Et je suis convaincu qu'en mettant en place un centre de formation qui pourrait être assimilé à une école, on pourrait permettre à ces jeunes de se former, d'apprendre un métier ou de faire des études universitaires pour certains. Votre expérience justement démontre qu'il est possible donc de se réinsérer, comme on le dit, dans la société. Mais souvent, les publics, du moins les citoyens, tout à chacun, a la perception qu'une fois qu'on passe en prison, on a un peu touché le fond. Comment on peut modifier justement cette image qu'ont les gens des ex-détenus en fait? Donc il faut en faire plus que les autres évidemment, puisque on doit prouver en permanence qu'on est quelqu'un d'autre, qu'on a pu, on va dire, se réincarner dans une nouvelle vie et oublier celle du passé. Donc pour ça, il faut justement faire plus que les autres, mettre la barre un peu plus haute. Donc ça demande un effort, ça demande aussi d'acquérir la confiance des gens, des partenaires, des médias, des employeurs. Donc effectivement, il y a un effort à faire, mais c'est le prix à payer aussi, donc, puisque la société n'est pas responsable de ce que les gens ont fait. Donc à partir du moment où on a commis des actes, il faut payer, mais après, il y a aussi le solde à payer en plus, et c'est justement gagner la confiance des gens par des actes. Vous dites que les prisons, c'est un peu le cancer de la société. Il n'y a pas de prison idéale, mais le travail que vous menez avec Chrysallibre, s'il devait aboutir avec les objectifs tels que vous les imaginez, à quoi ressembleraient les prisons de demain? Je pense justement à des prisons ouvertes, c'est-à-dire des centres où les gens doivent passer un temps pour se réconcilier avec la société, payer évidemment une dette vis-à-vis de la société, mais avec un travail utile et être utile à la société. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc l'idéal, c'est une prison ouverte, donc progressive,
Donc vous avez des prisons évidemment ultra fermées pour des gens qui sont très dangereux, mais on va vers un système progressiste où petit à petit on le libère et on va vers un système ouvert. Donc des centres où on peut se former, on peut apprendre un métier et qu'elles soient aussi complètement autonomes. C'est-à-dire que les gens, comme dans certains pays, construisent leurs propres pavillons, ont leurs propres les potagers, c'est-à-dire qu'ils ne coûtent pas à la société. Aujourd'hui, la panne n'est pas utile. Donc je pense vraiment que les prisons doivent s'ouvrir et pas se fermer. Il faut aussi montrer au public ce qui s'y passe, ne pas avoir un effet méga prison, ultra sécurisée, fermée, parce que ça engendre encore plus de violence et de repli sur soi. Et la personne qui se replie sur soi se radicalise et finalement on a des conséquences comme on l'a vu à Paris, à Charlie Hebdo, ce sont tout le temps des gens qui sortent de prison, qui ont une haine viscérale de notre société. Et donc on est tous responsables de ça, puisque c'est le modèle qu'on produit. La culture comme outil pour combattre la radicalisation, que ce soit dans les prisons mais aussi dans nos quartiers. Nous allons écouter le second point de vue de Samir et lui poser ensuite quelques questions également. Samir, voilà, la deuxième règle des 5 minutes, c'est à toi. Ton point de vue sur la culture et le sport, on voudrait t'entendre. Merci. Donc, comme nous le savons, le sport et la culture sont inculqués pour la plupart dès le plus jeune âge. Et effectivement, s'ils rentrent dans notre apprentissage, c'est qu'ils sont à la base de notre éducation. Mais malheureusement, ils sont vite mis aux oubliettes. La plupart des quartiers paupérisés, dont les familles en statut précaire, je pense, sont plus sujets à cette radicalisation. Rappelons que certaines des personnes qui sont attirées, voire entrées dans le radicalisme, sont des êtres qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas leur place ni de valeur dans la société. Il y a une réelle urgence à cadrer, premièrement, les problèmes internes du pays et ensuite du jeune, qu'il soit de famille musulmane ou non, puisque beaucoup n'ont aucun lien avec la religion ni avec l'islam. Je reviens donc au fait que le sport et la culture entrent dans notre vie quotidienne. On peut en tirer des valeurs qui sont le dépassement de soi, le respect de soi, des autres et des règles, la solidarité, l'esprit d'équipe, le goût à l'effort, et j'en passe. Le sport et la culture permettent de s'ouvrir à d'autres horizons et ainsi de rencontrer et d'agrandir son cercle social en dehors du cercle familial ou privé. Cela permet du coup l'échange ainsi que de découvrir d'autres ouvertures d'esprit et même pouvoir développer le sien. C'est un moyen de créer son identité. De plus, autant pour le sport qui développe la personne sur le plan physique, c'est-à-dire les performances, et la culture, comme la musique, le dessin, etc., qui fait développer la créativité. Ils peuvent amener une personne à développer un esprit critique et du coup avoir un discernement. Le sport et la culture amènent à la cohésion sociale, et lorsqu'une personne est radicalisée, oui, c'est son choix, mais rappelons tout de même que le pays en est également responsable. Ok, c'est très bien, donc c'est ta vision. Mais j'aimerais évidemment te poser maintenant, toi aussi, quelques questions et sur l'analyse en fait que tu as faite. La première question, tu dis que le sport et la culture sont vite mis aux oubliettes. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? Oui, car le sport et la culture ne sont vus que comme de simples loisirs, voire pire, des roues de secours pour d'autres. On ne conçoit pas, on ne valorise pas les métiers du sport. Eh bien, c'est le moment de s'investir dedans et de renforcer ce secteur. Utilisons justement cette roue de secours. On parle de temps ou d'argent à perdre, mais à quel prix ? Car la vie n'a pas de prix, et si c'est pour en épargner quelques-unes, voire les embellir, eh bien, c'est une obligation. La deuxième question que j'aimerais te poser, tu dis que le sport et la culture seraient un moyen de lutter contre le radicalisme. As-tu un exemple concret qu'ils sont si efficaces ? Oui, il existe une association britannique, Football for Unity, qui est plus de 2000 jeunes, ils sont adhérents, et elle a pour but de mettre en valeur leur identité britannique. Le concept a été lancé par un psychologue et clinicien, le docteur Shamender Talwar,
et il dit que le sport et la culture sont la solution du radicalisme. L'association voudrait à présent élargir leur concept jusqu'en France pour partager leur même idée, celle du vivre ensemble. Donc voici un exemple concret de cette solution qui est réellement efficace et qui fait ses preuves de jour en jour. Une troisième question. Peux-tu développer tes propos par rapport au fait que le pays est responsable de cette radicalisation? J'ai cru comprendre ça dans tes propos. Oui. En quoi tu le vois? Bien entendu, le pays peut très bien fournir les subsides et placer les infrastructures nécessaires à éduquer les jeunes. D'accord, c'est aux parents de les éduquer, mais c'est à l'État de mettre les moyens en place pour cette éducation. Et sans cela, les problèmes continueront, d'après moi. Ok. En tout cas, merci de votre collaboration, de votre réflexion. Et je retiendrai évidemment de cette réflexion, là où la pensée émancipatrice est faible, évidemment, l'obscurantisme progresse. Je voudrais actuellement vous poser deux questions à tous les deux. Donc le sport et la culture ont profondément pénétré votre ADN, si je puis m'exprimer ainsi, au point que ces outils ont transformé votre vision du monde. Est-ce que c'est possible, Viscal? Comment tu as accroché la musique et qui t'a fait aimer la musique? En fait, ce que je vais vous demander, c'est un petit peu votre parcours personnel, un petit peu vous comprendre. Comment est-ce qu'on s'accroche à la culture et pourquoi c'est si important de s'accrocher à la culture et au sport? Dans mon cas, c'est surtout la musique qui m'a accompagné dans mon parcours. Comme je l'ai dit avant, quand on est jeune, on aime découvrir de nouvelles choses. Il faut savoir que dans chaque occupation, il y a une certaine progressivité. On ne devient pas sportif ou musicien le jour ou le lendemain. Vers 15 ans, j'ai découvert que j'éprouvais une certaine sympathie envers la musique, de tout genre. Ce monde m'intéressait de plus en plus au cours du temps. Je voulais savoir comment, pourquoi et de quelle façon. Plus je m'approfondissais dans la musique, plus j'avais envie d'en découvrir. Au début, c'était de l'auto-apprentissage. Par après, je me suis inscrit à des cours musicaux dans lesquels j'ai eu la possibilité de structurer mon apprentissage et de me cadrer dans la direction que je voulais. La musique m'a permis de découvrir mes capacités et mes envies, car quand on n'essaie pas, on ne découvre pas, bien évidemment. En dehors des heures de cours à l'école, je me développais ailleurs. Et donc, d'une certaine façon, je n'avais pas le temps pour me sentir inutile ou perdu. J'avais automatiquement trouvé ma place et donc j'étais intégré sans vraiment me rendre compte. Ma tête était prise par des idées de me perfectionner, de chercher des solutions aux problèmes et surtout de prendre le plaisir à surmonter les obstacles. Au final, je pense que toutes ces choses nous permettent de forger un caractère et de renforcer notre volonté. Une volonté de chercher des solutions et d'éviter de nous plaindre. Alors quand on dit que la culture et le sport transforment notre vision du monde, on doit plutôt dire que ce sont des outils qui nous permettent de développer notre point de vue personnel en se basant sur notre propre bagage culturel. Alors que dans le cas contraire, on risque de nous faire imposer un point de vue qui n'est pas toujours le meilleur. Merci de ta réflexion. Et toi, Samir? Quels sont... Donc moi j'ai choisi le domaine du sport comme activité principale et plus particulièrement la musculation. Depuis tout petit, j'ai pratiqué du sport à l'école, donc avec des cours de gym, etc. Au début, je n'aimais pas ça spécialement, mais ça ne me dérangeait pas. Ensuite, j'ai pris goût. J'ai alors essayé quelques sports pour découvrir d'autres disciplines, pour mon expérience personnelle. Donc j'ai joué pendant 2 ans en basket, de mes 7 à mes 9 ans. Et à partir de mes 10 ans, j'ai eu une période de surpoids, dans laquelle je ne pratiquais quasi plus de sport en dehors de l'école. Et cette période était de mes 10 à mes 14 ans environ. J'ai alors décidé par moi-même de m'inscrire dans un stage pendant les 2 mois d'été 2008. Et pendant ces 2 mois, j'ai atteint mes objectifs de perte de poids. Et je me sentais beaucoup plus actif. Et le plus important, c'était d'être heureux. Par après, à la fin des stages, je tenais quand même à continuer une activité physique régulière et j'ai voulu apprendre la boxe, où j'ai pratiqué jusqu'à mes 19 ans.
par la suite, du fait que la boxe était un sport à catégorie de poids, j'avais besoin de noter ce poids de quelques kilos que je n'arrivais pas à faire sans la musculation. Donc c'est de là que mon plaisir à voir le corps se sculpter est venu en moi. Donc du coup, vers mes 19 ans, je me suis éloigné petit à petit des sports de combat et j'ai commencé à pratiquer en salle de body. Petit à petit, j'ai progressé, je voulais en faire mon activité quotidienne pour être un athlète. J'ai pris alors la décision d'être conseillé par mon coach sur les formations à suivre dans le but de devenir préparateur physique. Je suis actuellement étudiant en préparation physique et je pratique le sport de manière régulière. Et c'est de cette manière-là que le sport est entré dans ma vie et en a fait même, je dirais, mon hygiène de vie. Merci. Je voudrais vous poser une dernière question à tous les deux. Et donc c'est la plus critique, on va dire. Il y a des jeunes qui faisaient du rap et du sport et qui malgré tout se sont radicalisés. Est-ce que ce ne serait pas un peu trop exagéré de dire que la culture et le sport sont les outils essentiels pour combattre la radicalisation? Vous ne trouvez pas ça un peu exagéré? Donc Viskan, je te poserai la question. Pour moi, poser cette question revient à dire que nous n'avons plus besoin de chirurgiens, car dans des très rares cas, les personnes opérées ne survivent pas. Bien sûr, c'est absurde. Il faut préciser que c'est un tout petit pourcentage de la population qui se radicalise. L'exception ne fait pas la règle. Il est important de se rendre compte que même dans la situation actuelle du secteur de la culture et du sport, on arrive malgré ça à garder un pourcentage de radicalisation très bas. Imaginez seulement si l'on enlevait la culture et le sport. Il ne nous resterait pas grand-chose. Certaines personnes perdraient la joie de vivre. Il y aurait beaucoup plus de personnes déprimées et malades. On sait très bien, et c'est visible, que les personnes radicalisées n'ont pas l'air très heureuses. Donc je ne pense pas que c'est exagéré de dire que la culture et le sport sont des outils pour combattre la radicalisation. Au contraire, c'est l'antidote fort pour maintenir une certaine sérénité physique et morale et la bonne humeur dans la société. Donc il serait davantage important de favoriser et de soutenir ce secteur comme quelque chose d'essentiel au bien-être de chaque citoyen. Et toi, Samir, as-tu une réflexion par rapport à ça? Oui, donc dans tous les cas, il y a des exceptions et la plupart des personnes pointeront du doigt ces personnes qui sont radicalisées, mais qui se trouvaient dans cette ambiance sportive et culturelle. Cependant, il faut regarder plus en profondeur et voir l'environnement dans lequel ont vécu ces personnes. La radicalisation pourrait se créer par un facteur exogène, un effet de groupe ou autre, et bien que ces quelques personnes appartenaient à un milieu sportif, il ne reste de toute manière qu'une minorité par rapport à l'ensemble de la population. C'est un détail important à mettre en évidence. Mais ce qui est vraiment extraordinaire dans ce pays, c'est qu'on constate des dérives dangereuses qui nuisent à la cohésion sociale et qui s'adressent à un public jeune, mais personne n'agit et on se contente de surveiller. Donc donnons la chance aux jeunes de se développer, car ce sont eux qui créeront le monde de demain. Et c'est maintenant qu'il faut agir, car la situation peut s'envenimer davantage. Merci pour ces réflexions. Et pour clôturer notre débat de ce soir, qui fut pour nos auditeurs, j'espère, un moment de conscience et de réflexion, j'aimerais que vous me disiez un peu plus sur, par exemple, l'UPM et sur la plateforme Sport pour tous. Toi, Viskan, l'UPM, c'est quoi l'UPM? L'UPM, c'est un endroit de réflexion et d'investigation politique différent. Je vais un petit peu spécifier, c'est l'Université populaire de la motricité. L'Université populaire de la motricité. Oui. C'est un endroit de réflexion et d'investigation politique de différentes expressions motrices humaines, dans lesquelles je peux citer les expressions plastiques, esthétiques, théâtrales, corporelles, musicales et sportives. Nous pensons que l'éducation populaire est un puissant levier pour déconstruire la pensée unique.
Nous avons mené de nombreuses recherches sur les différentes méthodologies d'organisation des différents secteurs. Les sujets de nos recherches sont très nombreux. Je peux citer par exemple les rôles des expressions motrices dans la société et dans la vie de chaque citoyen, mise en place d'un département du développement de la jeunesse, la déclaration du sport, la question des bénévoles et d'autres thèmes. Vous pouvez prendre plus connaissance de tous ces sujets sur notre site internet qui est le www.ipn.compagnie. Il se complète chaque jour par de nouvelles informations. Pour terminer, j'aimerais préciser la raison pourquoi nous avons choisi un spectre aussi large pour nos recherches. Nous pensons que tout est lié et donc la réponse à beaucoup de questions problématiques se trouve justement dans la compréhension de l'image globale de la société. Merci. Et la plateforme Samy, la plateforme Sport pour tous. Le sport est un droit et pas une marchandise. C'est quoi exactement et qu'est-ce qu'elle fait cette plateforme? Donc la plateforme le sport pour tous est ouverte et accessible à tout le monde qui s'investit professionnellement, pédagogiquement et avec l'aide des pouvoirs publics pour la jeunesse et le sport à Bruxelles. Donc plusieurs événements sont créés dans le but de donner vie à notre projet. Par exemple, le 1er mai 2015, une journée remplie d'activités sportives a été organisée en plein centre de la place communale de Molenbeek. Cette journée avait pour but de fidéliser les jeunes à la pratique sportive tout en étant dans une ambiance ludique et interactive. Tous les parents étaient présents et énormément de jeunes y ont participé. Donc la mission de la plateforme est de créer un mouvement, une dynamique en impliquant un maximum de partenaires associatifs et autres autour de la question de l'accessibilité du sport. Sur ces paroles, notre émission prend fin ce soir. Nous vous souhaitons une douce soirée. Prenez soin du bien commun, c'est très important. Et nous vous retrouvons vendredi prochain, même heure, même endroit, avec toujours plus de débats sur le sport et la culture. Prochain débat, la motricité. Mutilé, réfléchissez-y. Merci et bonsoir pour l'écoute. Bonsoir à nos éditeurs. Merci beaucoup et à la prochaine.